Alors aujourd'hui, on va vous proposer un entretien de haute volée, donc pour vous donner des clés d'analyse de tout ce qui se passe. Et justement, aujourd'hui, je reçois Frédéric Bascugnana, fondateur du PIC, le pari de l'intelligence collective. On va parler de manipulation des masses et de réseaux sociaux. Bonjour monsieur, bonjour Frédéric. Eh ben, merci de me recevoir. On va en effet se concentrer sur un concept un peu pointu qu'on appelle l'astroturfing. Voilà, alors vous avez longtemps travaillé dans l'ingénierie sociale, hein. Vous êtes consultant en stratégie, vous êtes également fondateur du site Politoscope, et donc vous êtes le fondateur également du Pari de l'intelligence collective, et l'animateur d'une chaîne YouTube du citoyen parisiaste. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça, et qu'est-ce que c'est que ce Pari de l'intelligence collective, pour vous présenter en quelques mots? Le discrédit que les gens, de manière générale, hein, les citoyens de tous les jours, ont jeté sur les élites est tel qu'on s'est débarrassé avec l'eau du bain de tout ce qui ressemble de près ou de loin à un chef. Les gens se méfient du leadership. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, de manière générale, à l'échelle même de la civilisation occidentale, hein, on est en train, depuis quelques décennies, et ça s'accélère là depuis 10-15 ans, de réinventer les modalités de la coopération. C'est quelque chose qui peut marcher dans les modes de gouvernance, et on parle de plus en plus notamment de concepts tels que cerveau collectif, pour avoir non pas un leader, mais une sorte de directoire ou un collège de gens qui apprennent à travailler ensemble. Et on a aussi tendance, de manière générale, dans beaucoup d'organisations à travers le monde, à faire des expériences d'horizontalisation, c'est-à-dire qu'on supprime les jalons hiérarchiques pour permettre à la créativité de ceux d'en bas de s'exprimer, hein. C'est-à-dire qu'on ne fait plus la différence maintenant avec le général Sun Tzu sur son cheval qui regarde depuis le haut de sa colline avec sa longue vue. On va chercher les fantassins et on essaye de révéler chez les fantassins, ceux qui sont en bas de la chaîne alimentaire, eh bien, leur talent, leur capacité à créer de l'entraînement. On a bien vu d'ailleurs pendant les Gilets jaunes, malheureusement, que l'absence de leadership, qui était une revendication, hein, il ne fallait pas que quiconque puisse récupérer le mouvement, a été aussi potentiellement, de temps en temps et dans des moments clés, un facteur de blocage. Donc comment faire émerger un leadership? Eh bien, ne plus concentrer sur une seule personne, sur un seul cerveau. Évidemment, le pouvoir de décision qui pourrait d'ailleurs faire l'objet de manipulation, hein. C'est-à-dire que, bon, hormis le fait que nous autres, modestes bipèdes humains, nous sommes plutôt fragiles et faillibles, nous sommes aussi potentiellement corruptibles, nous sommes aussi potentiellement intimidables, on peut même nous assassiner symboliquement en détruisant notre notoriété, etc. Alors qu'une organisation, et notamment un mouvement citoyen, aurait d'autant plus de chances de s'inscrire dans la durée qu'il fonctionnerait avec un cerveau collectif, une forme de direction collégiale, d'accord, qui lui permettent donc d'être résilient et de fabriquer une organisation beaucoup plus durable. On ne peut pas arrêter un groupe dans lequel il n'y a pas juste un seul chef qui porte tout sur ses épaules, mais imaginez que vous en ayez 17, 33, 9, enfin, comme vous voulez, choisissez un nombre, voyez comment ça se met en place, chacun ayant en quelque sorte un pôle d'expertise, mais s'imposant un mode de travail collaboratif où toute décision est collégiale. Ça a déjà été mis en place, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, on en parlera une fois, mais c'est un modèle de fonctionnement qui a déjà fait ses preuves. Voilà. Bon, merci pour cette présentation, hein. Effectivement, vous essayez d'utiliser votre expérience pour justement voilà, aider à former Oui, parce qu'on met ça en place dans les organisations de plus en plus. Et c'est pour ça qu'en tant que consultant, il m'arrive très souvent d'être dans les organisations et de faire des expérimentations, des mises en œuvre de systèmes de gouvernance fondés sur l'intelligence collective, la contribution de chacun. Et c'est assez chouette de voir que l'être humain se comporte vraiment bien quand on efface certaines couches de hiérarchie inutiles, en fait, hein, et que chacun y met du sien. C'est vraiment, il y a de très très belles expériences à partager sur ce thème-là. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mot barbare et qu'est-ce que ça veut dire, l'astroturfing, c'est pas un simple gadget marketing ou une espèce de ruse de communicant. On va poser les bases, vous expliquer l'origine du terme. En introduction, je vous préviens tout de suite, hein, il s'agit d'une arme politique. C'est une technique d'ingénierie sociale dont le but est de fabriquer du consentement, hein. La fameuse fabrique du consentement a besoin d'être outillée. L'astroturfing est un outil de choix aujourd'hui. Et donc, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, ça consiste à simuler le soutien populaire
et corrompre le débat public en faisant comme si avait émergé par une sorte de fulgurance citoyenne, eh bien une intention collective. Bon, et on peut donc dans l'espace numérique complètement inventer la chose avec des outils d'aujourd'hui, surtout avec des IA. Le nom même est dérivé, alors l'astroturfing est dérivé d'une marque de gazon synthétique, vous verrez, on va vous l'expliquer dans le détail, c'est ce qui est un petit peu drôle, et qui permet de s'en rappeler d'ailleurs, de bien comprendre ce que ça veut dire, et c'est une dénonciation, pour le coup, du cynisme de la démarche, et donc de la nature tordue de ce procédé, qui consiste à créer un paysage artificiel, synthétique, qui est conçu pour imiter à la perfection l'herbe authentique et naturelle d'un mouvement citoyen. Vous allez comprendre. Et donc comprendre l'astroturfing, en effet, comme vous le disiez, c'est essentiel pour pouvoir aiguiser son esprit critique, ne pas être dupe de toutes les informations dans lesquelles nous sommes plongés en imprégnation au quotidien. C'est aussi une opportunité de plonger dans les mécanismes de la manipulation de masse à l'ère numérique. On en a beaucoup parlé, on a beaucoup de littérature pour tout ce dont on hérite depuis le siècle dernier, mais ça a beaucoup évolué et c'est en train de s'accélérer, nous y reviendrons aussi. Nous allons au passage d'ailleurs en profiter pour, si vous le voulez bien, déconstruire la manière dont des entités puissantes, c'est-à-dire aussi bien des organisations, des entreprises, des partis politiques, mais aussi des États, eh bien créent des réalités alternatives, des fausses réalités pour servir leurs propres intérêts en usurpant littéralement la voie la plus légitime en démocratie qui est, vous l'aurez compris, celle du peuple. Donc on va vous faire une sorte de rapport en 10 points clés pour disséquer la pratique, on va exposer ces artisans, analyser les mécanismes psychologiques aussi, et puis vous fournir, je l'espère, ça va dépendre de la qualité de notre intervention, mais on va rester dans cette bonne dynamique, vous fournir donc des outils intellectuels pour savoir reconnaître ce type de procédés et les combattre. Exactement. Alors, déjà pour commencer, qu'est-ce que ça veut dire exactement cet astroturfing? D'où est-ce que ça vient? Vous nous parliez de... Enfin, je vous laisse nous expliquer un petit peu l'origine de ce mot et de cette expression. Oui, alors l'astroturfing, le terme a une histoire qui commence en 1986 avec une anecdote qui nous en capture plutôt bien l'essence profonde. En 1986, le sénateur américain du Texas, Lloyd Bentsen, se voit submergé un beau jour par un flot incroyable de lettres prétendument envoyées par des citoyens de son État, qui rouspètent, et toutes s'opposent avec une étrange uniformité à une nouvelle taxe sur les spiritueux. Effleurant donc la supercherie, Benson déclare eh bien que ça devient même une espèce de blague mémétique dans les journaux de l'époque. Il dit, bon les gars, je sais faire la différence entre un authentique mouvement populaire et quelque chose, donc ce qu'on appelle dans le jargon politique, l'anglicisme étant d'ailleurs souvent conservé en l'état dans nos sphères, un grassroots movement. Donc littéralement, grass c'est l'herbe, root c'est les racines, donc on dit un mouvement basé sur les racines de l'herbe. Bon, pardon pour cet anglicisme, mais c'est important, c'est un peu comme les mots tels que marketing et autres, on peut pas s'en passer dans le jargon, dans cet univers. Ouais. Et donc grassroots donc s'oppose, donc c'est ce que dit Benson. C'est là qu'il fait la différence entre grassroots et donc ce qu'il baptise lui-même AstroTurf, qui est en fait la marque plutôt célèbre aux États-Unis d'un gazon synthétique. Vous savez, ces gazons qu'on met parfois sur son balcon pour faire comme s'il y avait pour le verdir sans avoir besoin de l'arroser, quoi. Bon. Et l'enquête va en effet révéler que cette campagne était en réalité orchestrée par un lobby de l'industrie de l'alcool. Excusez-moi du peu. Donc plutôt cynique comme démarche. Heureusement que ce sénateur ouvrait lui-même les courriers et qu'il ne s'est pas laissé abuser. Et donc ce jeu de mots est devenu, par définition même, l'arme mémétique la plus puissante contre cette pratique, parce que le terme lui-même, quand on dit astroturf, astroturfing, eh bien contient la critique. Pardon ? C'est déjà une dénonciation. C'est déjà une dénonciation parce que il nous permet de bien comprendre la différence entre l'authenticité des racines populaires d'un mouvement, par différence, par contraste avec l'artificialité d'un produit commercial. Voilà, donc ce grassroots, donc en anglais, les racines de l'herbe. C'est ce mouvement populaire authentique, voilà, qui s'oppose donc à cette marque AstroTurf qui produit du faux gazon.
Exactement. Et sur un plan plus académique, pour dire que ça a été beaucoup étudié, moi je fais partie des gens qui se sont intéressés à ça depuis longtemps, vous avez une chercheuse qui est connue dans nos écosystèmes, qui s'appelle Sophie Boulet, qui propose une définition claire et concise, qui fait d'ailleurs consensus. L'astroturfing, c'est une stratégie de communication dont la source réelle est occultée volontairement, et qui prétend à tort être d'origine citoyenne. Voilà, ça on peut pas faire plus clair, vous avez une définition. Et en effet, c'est une définition qui met en lumière les deux péchés capitaux de la pratique, c'est-à-dire dissimulation de la source et usurpation de l'identité citoyenne. Et puis, précisons que, bien qu'il s'agisse d'une forme de propagande, sa spécificité réside dans cette espèce de logique de mimétisme. Contrairement, par exemple, à la propagande, qui est une communication descendante, qui est déclarée, ou au lobbying qu'on identifie tout de suite, l'astroturfing empoisonne littéralement le puits même de l'action civique, rendant malheureusement les véritables mouvements citoyens suspects par association. On le voit bien d'ailleurs en ce moment, eu égard à tout ce qui émerge autour des projets de manifestation de la rentrée, et ça arrive tous les ans, régulièrement. Vous avez des gens qui, par habitude de ce procédé, se disent « est-ce que c'est pas un complot ? Est-ce qu'on n'est pas manipulé ?» C'est là, en fait, il faut être très prudent, savoir faire des hypothèses plutôt que s'enfermer dans de quelconques certitudes. Bien sûr, et ça d'ailleurs on y reviendra plus en détail demain, mais c'est vrai qu'on peut voir déjà plusieurs questions qui émergent, qui sont soulevées par des imprécisions autour de ce mouvement et des inconnues assez déroutantes. Alors, on a beaucoup parlé, notamment en introduction, de cette ère du numérique. Là, dans votre exemple, cette genèse de ce procédé, effectivement, il n'y avait pas encore le numérique. Mais de nos jours, quels sont les outils qui vont être utilisés donc, pour simuler un mouvement populaire à l'aide du numérique ? Alors, très bonne question. On ne peut pas penser l'astroturfing sans les outils qui vont avec. On est plus du tout en 1986 à envoyer des courriers, à faire de la mise sous pli et balancer ça à un sénateur. Alors malheureusement, mauvaise nouvelle, il y a beaucoup d'outils pour ça. Moi personnellement, je passe mon temps autour de moi à prévenir qu'on va rentrer dans les 2 années à venir, dans une phase de quasi apocalypse cognitive, parce que les gens vont être submergés par cette espèce d'angoisse, d'anxiété que suggère la confusion du vrai et du faux. Alors bon. Revenons maintenant sur l'arsenal de celui qu'on peut appeler l'astroturfeur, ou le spin doctor qui joue aux apprentis sorciers. Arsenal technologiquement sophistiqué et qui marque surtout, je tiens à insister là-dessus, une forme d'industrialisation, littéralement, de la tromperie. Parce que derrière, vous avez des entreprises, vous avez des business. C'est d'ailleurs une évolution qui a transformé ce qui était une pratique artisanale, comme les fausses-lettres des années 80, je disais, en une industrie mondiale de la désinformation à la demande. Et au cœur de cet arsenal, donc, se trouvent plusieurs outils. Alors, on va y revenir. Pardon. C'est-à-dire que, à l'époque, c'était plutôt disons, expérimental, et en fait, aujourd'hui, il y a une professionnalisation de ça. C'est ce que vous vouliez dire. Oui, alors c'est d'autant plus inquiétant, cette professionnalisation, qu'on sait maintenant qu'ils vont s'outiller en intelligence artificielle. Moi-même, du fait qu'il y a 10 ans de cela, j'avais développé un outil assez simple qui permettait de faire des scénarios complexes de communication de crise dans des contextes de crise, donc dans les réseaux sociaux, et dans l'espace numérique. Donc il y a 15 ans, 11 ans même, 2014, 2015, 2016, j'allais dans des grandes écoles telles que HEC, alors surtout Sciences Po bien sûr, et on simulait des crises. Donc des foules en colère, comment est-ce qu'on gère des foules d'activistes en colère, comment est-ce qu'on répond, comment interagissent les organes médiatiques avec le gouvernement, les activistes, etc. C'est une pédagogie qu'on fait. Et du fait que j'ai travaillé là-dedans, il y a moins de 8-9 mois, j'ai été contacté par un consultant qui lui-même travaille par une officine et qui m'approchait en disant « Tiens, on sait que tu as travaillé là-dessus, pourrais-tu nous faire une offre ?» pour tout ce qui relève donc de la rédaction, à ce stade purement abstraite, d'un projet allant dans ce sens-là. Donc on appelle ça un cahier des charges informatique. Et nous avons besoin de créer ce qu'on appelle un persona management software. Donc, alors qu'est-ce que c'est que ça ? Alors personne, c'est un terme aussi très consacré en marketing. C'est des profils, c'est-à-dire qu'on va donc créer un logiciel qui permet d'animer des communautés, et pour chaque profil individuel, on va le rendre aussi crédible que possible.
Donc on va lui donner voilà un âge, un profil. On va maintenant avec les IA, on peut faire des photos qui sont de parfait trompe-l'œil pour donner un peu l'illusion. Et puis si vous accumulez tous ces profils-là à l'intérieur d'une logique algorithmique, vous pouvez animer littéralement une foule. Si un jour je suis en colère contre Roxane, que je pense qu'elle pose un danger pour le gouvernement, au lieu de l'attaquer frontalement, je vais la bâillonner en l'épuisant psychiquement. C'est-à-dire que je vais lui envoyer régulièrement des faux trolls ou des foules comme ça, faussement bien pensantes, avec un champ sémantique d'ailleurs de plus en plus élaboré, et qui vont lui tomber sur le coin de la figure à chaque fois qu'elle poste quelque chose, en tout cas, où on peut imaginer qu'on les déclenche semi-automatiquement à partir du moment où elle utilise certains mots-clés. Vous voyez, bon. D'ailleurs, alors on appelle ça... Oui, pardon. Pardon, ce sont des genres, pour qu'on comprenne bien, ce sont des genres de programmes virtuels ciblés dans un sens précis envers quelqu'un ou quelque chose, c'est ça ? Exactement. Et pour l'avoir vécu dans une mesure, c'est-à-dire qu'en ce moment, on est plusieurs à l'avoir vécu dans la dissidence, pour l'avoir vécu avec des robots plutôt basiques, plutôt triviaux, quoi, hein, qui sont vraiment pas réussis, on arrive encore à la démasquer. Même quand on sait que c'est des robots, c'est assez épuisant, d'autant que quand les attaques se font ciblées et intensives, elles hybrident une intelligence humaine avec des robots. C'est-à-dire que, vous voyez, on a des gens en fait qui travaillent derrière des écrans dans des entreprises qu'on appelle des fermes à trolls, mais c'est pas comme si vous aviez des robots qui tournaient tout seuls. C'est pas des agents encore suffisamment intelligents pour ça, même si, j'insiste, ce qui faisait que je parlais d'apocalypse cognitive juste avant, c'est qu'ils vont bientôt être totalement autonomes. Alors, je pense qu'on y est presque. Mais vous pouvez, par exemple, vous amuser à attendre le prochain tweet du président Macron. C'est très, très drôle. Là, c'est l'effet inverse. C'est créer une espèce de fausse atmosphère d'assentiment à chaque fois qu'il publie un message important. Et là, c'est carrément drôle parce que pour le moment, c'est très mal fait. On a vraiment sur quelque chose de super maladroit et très drôle. On a fait quelques saisies d'écran, d'ailleurs, à un moment donné. Donc, quand il s'adressait à l'international, on avait, par exemple... un profil qui le félicitait en allemand, un autre en espagnol, un autre en italien, un autre en anglais, un autre en français. Et c'était des profils différents, mais qui disaient exactement la même chose, mal traduite. Donc là, en fait, il n'y avait aucun doute, quoi. Mais sinon, après, il y avait une sorte de déclinaison du champ sémantique, de l'admiration de notre chef suprême, notre leader suprême, qui est tellement visionnaire, etc. C'était très drôle. Puis après, évidemment, ça se mélange avec plein de commentaires authentiques. Il a évidemment ses propres suiveurs habituels, ses propres larbins, les gens qui le contestent, etc. Mais au début, pour créer une sorte d'entraînement algorithmique, vous avez une fausse foule. Ça sert donc à lancer une dynamique, quoi. Pour une dynamique par le mimétisme, comportemental. Voilà. Donc ça c'est déjà banal, mais ce que je vous annonce, c'est que ça va se perfectionner. Et donc, pour être un petit peu dans les termes techniques, est-ce que vous avez déjà mis votre main dans une chaussette pour faire rigoler vos petits cousins, neveux, enfants, etc. Bon, on appelle ça des sock puppets, donc des marionnettes à chaussettes. Alors, il s'avère que c'est devenu un terme consacré dans notre jargon. On appelle ça les sock puppets, donc qui sont des identités en ligne totalement fictives, qui sont méticuleusement créés et gérés par, à vrai dire, une seule personne ou un petit groupe de personnes pour donner l'illusion d'un soutien diversifié et indépendant. Et donc la création d'un sock puppet crédible, c'est un art, ça se travaille. C'est un petit peu comme quelqu'un qui écrirait la Bible d'une série télé quand il détermine le rôle et la fonction de tous les personnages secondaires. Il leur donne une histoire antérieure au début de la trame de la série. Il leur donne un profil psychologique, etc. Les sock puppets, c'est vraiment ça. Alors, ça exige notamment, pour ne pas être détecté par les plateformes sociales, l'utilisation d'adresses IP distinctes. Ils vont même utiliser des téléphones jetables, donc avec des petites cartes SIM jetables, faire avoir des comptes vérifiés individuellement. Ils construisent donc l'histoire personnelle plausible, ce qu'on appelle la backstory. Ils vont utiliser des photos de profils génériques, parfois mettre juste des paysages, etc., peu importe, ou des profils qui ressemblent à des blagues, pour éviter la reconnaissance d'image. Et puis, ils vont très loin, parce qu'ils vont jusqu'à mimer une activité en ligne et un comportement naturel pour déjouer les algorithmes de détection des plateformes. Et à une échelle supérieure, on passe des sock puppets à quelque chose qu'on appelle évidemment les bots ou les botnets, donc des robots du net. Donc les bots sont des comptes qui sont pour le coup, et là il y en a de plus en plus, et vraiment je demande aux gens d'être super attentifs autour d'eux, à se renseigner, etc. Parce que à l'approche de 2027, ça va être du délire avec les IA qui explosent. Les bots sont complètement automatisés, autonomes, programmés pour amplifier des messages à une vitesse, à une échelle qui sont
purement et simplement surhumains, et leur prévalence est alarmante, parce que des études estiment déjà que jusqu'à 15% de tous les comptes Twitter, par exemple, seraient des bots. Ça ne vous surprendra pas. Moi, je pense qu'il y en a au moins 2 fois plus. Et il faut dire que, par exemple, pendant la pandémie Covid-19, une analyse a suggéré que près de 50% des comptes qui tweetaient sur le sujet étaient en fait des bots qui diffusaient de la désinformation ou qui consistaient à nous faire adhérer aux logiques gouvernementales. Donc, un botnet, c'est un réseau de ces comptes automatisés. Il faut bien comprendre. C'est un réseau, un botnet. Voilà. D'accord, 50%, oui, c'est énorme déjà. Oui. Donc, effectivement, on peut s'attendre à beaucoup plus pour ce qui est à venir. Si je récapitule, si j'ai bien compris, peut-être aussi pour simplifier, pour le public moins familier de tout ça, en fait, le bot, c'est vraiment comme ce qu'on peut voir en réalité quand on va même sur le site SNCF. On nous propose le bot qui est capable effectivement de répondre tout seul, alors dans la limite de ce pourquoi il est programmé, voilà. Mais c'est exactement la même technologie appliquée donc à des réseaux sociaux. Voilà. Donc ça, ce sont les outils qui sont utilisés donc pour simuler en fait ces mouvements populaires, ou en tout cas cet élan dans le monde numérique. C'est bien voilà, et sans oublier que, évidemment, avec les automates, vous avez les trolls humains, ceux qui cherchent intentionnellement à provoquer des réactions émotionnelles, semer la discorde, etc. Donc, vous avez toujours un combo des deux. Et c'est même fondamental. C'est pour ça que c'est en ce sens-là que cette activité s'est professionnalisée, pour la rendre d'autant plus crédible, bien sûr. D'accord. Mais alors, qui est-ce qui est derrière tout ça? Qui est-ce qui voudrait financer ces campagnes pour qui et pour qui, en fait? Dans quel but? Alors, maintenant, on va en effet aborder le point des commanditaires. Qui paie l'orchestre de la propagande? Alors, l'astroturfing, donc, c'est pas... Je le répète, c'est pas une tactique marginale, mais c'est vraiment déjà un outil qui est standardisé dans l'arsenal du pouvoir et qui est utilisé par une gamme assez variée d'acteurs. Bon, pratique devenue une véritable industrie avec des mercenaires de la communication. Alors souvent d'ailleurs, certains sont encore très maladroits parce que, étant donné qu'ils viennent se mêler aux discussions pour aussi capter leurs futurs prospects, moi en ce moment, je vois des gens qui sont spin doctors, qui sont spécialistes des relations publiques, etc., et qui sont mêlés dans ces foules-là ou qui viennent notamment dans les forums. Bon, moi, ça me permet de connaître un petit peu mon écosystème et j'ai souvent été moi-même pris en prestation pour organiser des ripostes financés par des ONG en France et à l'étranger. Donc quand je vous dis que c'est professionnel, je vous assure, ça fait froid dans le dos. La pire des opérations dans laquelle j'ai été plongé nous a permis, avec l'aide de hackers qui sont des hackers éthiques, comme on dit, de remonter à, tenez-vous bien, vous n'allez pas croire le chiffre, 400 fermes de serveurs. C'est-à-dire 400 data centers répartis un peu partout pour varier les adresses IP, dans lesquels vous aviez des machines dédiées à cet envoi de messages massifs. Bon, donc je ferme la parenthèse. Donc l'arsenal, il est là. Et parce que c'est très professionnel, souvent, les agences de relations publiques et les consultants politiques sont en quelque sorte les fusibles intermédiaires qui signent des clauses de confidentialité absolue, d'accord, et qui vendent littéralement cette fabrication du consentement comme un service. J'ai même piégé l'année dernière un gars qui était justement dans une logique de harcèlement, et je lui ai fait croire que j'étais un client, que je représentais les intérêts d'un client important. Et lui, il a appelé sa prestation une prestation d'anti-marketing. Voilà. Il m'a dit d'ailleurs dans un ton un petit peu jargonneux, il m'a dit tu définis tes targets, donc tes cibles, puis moi je te fais la prestation d'anti-marketing. C'est-à-dire qu'en fait, il va balancer une foule de gens en colère sur des comptes ciblés pour leur couper l'envie de revenir dans les réseaux sociaux. Alors, pour revenir aux commanditaires... Oui. Attends, je suis pas sûre d'avoir bien compris. En fait, vous faites passer pour un client qui veut dévaloriser une autre entreprise. Voilà. Pour piéger un type, j'ai fait ça, ouais. D'accord. Et c'est lui qui m'a appris d'ailleurs le terme anti-marketing. Voilà, il dit c'est une prestation d'anti-marketing qui consiste à tuer la notoriété d'un représentant politique ou d'un petit mouvement qui va être une jeune pousse et qu'on veut tuer dans l'œuf. Ça, c'est très, très fréquent. D'accord. Et donc, il y a des entreprises ou des cabinets qui sont... Ah, mais totalement. Dont l'essence, en fait, est de faire... Bien sûr. C'est un peu comme de l'intelligence économique. Exactement. Et justement, alors ce qui m'amène justement au premier type de commanditaire, vous avez les entreprises, les lobbies industriels qui en sont clairement les utilisateurs historiques les plus fréquents.
Ils sont par exemple très présents dans l'industrie du tabac, historiquement. L'industrie du tabac a mené une guerre de plusieurs décennies contre les réglementations de santé publique en créant des faux groupes de défense des droits des fumeurs et qui ont eu leur propre prolongation dans les réseaux sociaux, évidemment. Hein. Vous avez aussi l'industrie pharmaceutique qui a orchestré des campagnes pour discréditer des groupes de défense des animaux ou pour promouvoir des médicaments spécifiques. Plus récemment, dans le secteur de l'énergie, ont été financés des groupes de citoyens, soi-disant, pour faire du lobbying en faveur du gaz de schiste auprès d'institutions européennes. On a maintenant ça encore sur le thème des éoliennes. Hein. On dit il y a des gentils collectifs citoyens qui ont l'air de vouloir les éoliennes. Et puis, bon là, ils ont été très, très, très maladroits parce qu'en fait, en remontant même dans les conseils d'administration de ces associations collectives, on voit apparaître les noms de gens qui sont eux-mêmes dans les conseils d'administration des entreprises qui fabriquent les éoliennes. Donc, ils sont encore très mauvais, mais bientôt, ils vont, je pense, devenir de plus en plus efficaces. Mais ce qui est très intéressant, ce qui permet de décrypter tout ça, cet écosystème, c'est fort heureusement pour nous, à ce stade, les maladresses qu'il multiplie hein, dans l'usage de ces techniques, quoi. Hein. C'est-à-dire que parfois, ils mélangent des noms, ils s'y prennent mal. Ça, c'est quand le client comprend pas bien, il fait des bêtises, quoi. Il vient se mêler du truc. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y a même eu on a des précédents documentés en provenance de géants de la distribution comme Walmart, qui ont été pris en flagrant délit de création de faux blogs de monsieur, madame moyen, hein, qui vantaient les mérites d'abord de la marque, qui étaient des faux fans, etc. On peut tout à fait imaginer de créer comme ça, de manière ludique, des personnages un peu mascottes, quoi. Mais le public le prend très mal quand il a l'impression au début que c'est des vraies personnes et qu'en fait, c'est pas le cas. Bon, ça, c'est la première gamme de commanditaires, le monde économique. Mais c'était important que j'en parle, même si là, ça nous concerne pas trop dans le cadre de Toxin et de ce que je fais moi-même. Mais c'est important que j'en parle parce que c'est là, en fait, que le métier est apparu. Vous voyez, c'est là qu'il y avait le plus d'argent au départ, avant que ça ne passe du côté justement, alors maintenant, des autres commanditaires que sont les partis politiques, les acteurs politiques, qui ont intégré l'astroturfing au cœur de leur propre stratégie électorale. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Aux États-Unis, des bots ont été utilisés dès 2010 dans une course au Sénat au Massachusetts, donc c'est sorti, d'accord. On a le scandale de Cambridge Analytica, pour ceux qui sont un peu geeks et qui recherchent ces choses-là, c'est un des plus gros scandales de l'histoire de l'ère numérique, puisque ça a révélé qu'on utilisait les données personnelles des utilisateurs qui répondaient à des petits questionnaires de personnalité qui semblaient ludiques. Donc on a utilisé leurs données pour des campagnes de micro-ciblage avec des outils hein, de manipulation psychologique en faveur de Donald Trump. Donc c'est pas, vous voyez, pas très glorieux, même si qu'on soit pour ou contre Donald Trump. Voilà, on est obligé quand même d'interroger ce type de pratique. En France... Est-ce que c'est pas comme ce que reprochait la Cour européenne qui a fait annuler les élections en Roumanie? C'était ça qu'elle avait en tête? Et oui, c'est là qu'on est sur un échiquier d'une complexité absolument effarante, parce que maintenant, à chaque fois, c'est pour ça que je disais au début, à chaque fois que vous aurez un mouvement, vous vous poserez la question, et parfois on pourra peut-être plus facilement accuser n'importe quel mouvement grassroots d'être en fait de l'astroturfing. Et c'est là, en fait, oui, non mais c'est extrêmement tordu. Je fais juste la traduction pour nous autres profanes. Donc n'importe quel mouvement authentique peut aussi être questionné en fait sur est-ce que finalement il répond pas à une commande et est-ce qu'il serait pas artificiel? Oui. Et puis pour être clair, des mouvements authentiques vont tout simplement se dire nous avons face à nous des gens qui abusent de l'astroturfing, les gars, faut qu'on s'y mette un peu. Donc nous aussi, on va en faire quelques-uns. Donc parfois, des mouvements sincères se disent, parce que, vous voyez, on est dans une guerre cognitive. Donc les gens se disent, je suis obligé de m'outiller. Je peux pas, sinon je vais me faire écraser. Parce qu'en face, ils ont 1 million de bots. Alors moi, je vais en créer, je sais pas, quelques dizaines, quoi. Mais celui dont on va s'apercevoir qu'il en a créé quelques dizaines, d'abord, n'étant pas au départ suffisamment professionnel et n'ayant pas accès aux mêmes prestations, on va être beaucoup plus maladroit et on va pouvoir le prendre la main dans le pot de miel en disant toi, tu as utilisé des faux militants pour gonfler artificiellement ta présence sur Twitter. Donc, en effet, en Roumanie, on sait qu'il y a eu quelques manipulations algorithmiques pour paraître plus populaire, évidemment. Mais moi, par exemple, qui l'ai observé, je pense que c'était une tentative de riposte maladroite à quelque chose qui était bien pire en face. Vous voyez, c'est là le problème qu'on a et qui est un problème profond.
Bon. Oui, mais du coup, il faut réussir à savoir démêler en fait Et oui, ce qui est commandé de ce qui ne l'est pas. Mais est-ce que ça peut être également utilisé, donc toujours mmh. dans ce cadre politique, on voit que ça peut être utilisé pour influencer des élections, ça peut être aussi utilisé pour influencer des lois, j'imagine, en Oui, influençant instrument de politique intérieure. Voilà. Là, on est vraiment dans la guerre de l'information qui prend d'ailleurs une échelle transnationale. Alors pour pas trop parler de nous, parce qu'évidemment j'ai un peu envie de dire des méchancetés sur l'Europe, mais bon, parlons un peu de la Chine. La Chine est célèbre pour son parti des 50 centimes, c'est-à-dire une espèce d'armée de commentateurs. Ça, c'est un autre précédent important pour ceux qui ont documenté l'astroturfing. Donc, c'est une armée de faux commentateurs, ou en fait de vrais commentateurs, mais qui ont été payés, pour inonder les réseaux sociaux de messages pro-gouvernementaux. Donc, c'était des gens qui travaillaient à la cave et qui envoyaient des milliers de messages toute la journée. Mais on a aussi l'armée américaine qui a développé un programme baptisé l'opération Earnest Voice, pour diffuser des opinions pro-américaines sur les forums étrangers. On peut imaginer que ça leur sert évidemment en politique intérieure. Vous avez aussi des rapports officiels canadiens qui ont également documenté des tentatives d'ingérence de la part de la Russie et de l'Inde dans leur processus démocratique. Bon, évidemment, c'est toujours la faute de la Russie. Alors maintenant qu'on a lancé le processus, à chaque fois on dira que c'est la Russie. Mais il est évident que tous les pays ont tendance à en abuser et la France est loin d'être en retard sur ce thème-là. Donc on a une grande diversité d'acteurs. Évidemment, ce qui implique une industrie spécialisée qui démontre une normalisation, une marchandisation inquiétante de la manipulation. L'astroturfing, c'est donc pas juste une espèce de sale astuce, mais c'est un service professionnel, un produit qu'on achète. D'ailleurs, ça coûte cher, ça se chiffre en millions d'euros, pour fabriquer une légitimité politique ou commerciale. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a je veux dire, ça va venir d'où ces bots-là, ces influences? Il y a que des robots ou est-ce qu'il y a aussi des êtres humains parfois qui peuvent être derrière ces offensives sur les réseaux sociaux, par exemple? Comment est-ce que, voilà, concrètement, comment est-ce que ça se traduit? Alors là, je risquerais un procès sérieux si je vous disais certains noms, mais je peux vous certifier. J'espère qu'on va, à un moment donné, se structurer juridiquement pour pouvoir l'évoquer dans le détail. Mais je connais depuis maintenant plus de 18 mois l'existence d'une agence qui rémunère des journalistes freelance pour les aider à compléter le week-end leur source de revenus mensuelle, d'accord ? Et qui les manipule tout doucement de la manière suivante. Ils leur demandent de contribuer à des blogs qui sont des blogs on va dire informationnel, ça peut être sur des crèmes pour la peau, je sais pas moi, la lutte contre le cancer, etc. Les journalistes s'habituent à doubler leur salaire, qui en France n'est malheureusement pas toujours très élevé. La reconnaissance des journalistes est quand même dure. Bon, donc ils sont très motivés, ils font ce qu'on appelle des piges, vous savez bien ce que c'est. Et je commence en fait avec d'autres personnes à démanteler un réseau particulièrement inquiétant de gens qui sont en fait dans la liste des journalistes qui travaillent pour cette entreprise qui, sur le papier, est très vertueuse, sauf que, on s'est aperçu que faire travailler des journalistes pendant quelques années comme ça permet au fil de l'eau, de temps en temps, de leur dire « Si tu veux que les prestations continuent, là, j'ai une opération sur laquelle j'aimerais que tu montres une certaine loyauté, parce que nous travaillons pour tel représentant de l'État, et j'ai besoin de ta plume. » D'accord, donc oui, il y a bien. Humain, quoi. Et oui, et surtout, c'est une manière de vous répondre en disant on a besoin du talent des uns et des autres. Et là, le dossier dont je parle va finir par sortir. On en reparlera, je l'espère, en vous donnant la primeur sur Toxin. Je ne peux pas le faire maintenant parce que j'ai un gros risque juridique, mais je peux vous garantir que cette technique, elle est infaillible parce qu'on acclimate petit à petit des gens qui doivent. Payer des prêts immobiliers à un revenu dont ils ne peuvent plus se permettre d'être privés, quoi. Et qui d'ailleurs, 99% du temps, sont sincères, répondent à une demande de piste sur un produit parfaitement innocent. Ils font juste un billet de blog, vous voyez ce que je veux dire ? Et de temps en temps... Ça, justement, ça, en quoi est-ce que... Enfin, ça, c'est de l'astrosurfing aussi. Non. C'est que la prestation d'astroturfing est noyée à l'intérieur d'une prestation au fil de l'eau, un pointillé qui a lieu toute l'année. Donc, je te demande d'écrire, par exemple, des articles, à toi, journaliste, je te demande, enfin, pas vous, mais je fais le sketch, d'écrire quelques articles sur des sujets tout à fait bisounours, normaux, voilà, qu'on signe normalement. C'est parfois des enquêtes tout à fait innocentes et sincères sur des sujets de santé publique, par exemple, peu importe. Et puis, de temps en temps, cette même entreprise, ayant fidélisé des plumes, leur dit, sur tel ou tel sujet, j'ai besoin d'un coup de main. Et je dis absolument pas, bien sûr, que
que tous les journalistes acceptent. Mais j'ai des journalistes lanceurs d'alerte qui sont revenus vers nous et qui nous ont certifié avoir été influencés comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on avait besoin de leur talent, parce que là, les robots ne peuvent pas tout faire, pour venir en fait prêter main forte à des opérations qui en fait se sont révélées être de l'astroturfing. Vous voyez ? Ah oui, c'est-à-dire qu'ils sont allés sur des terrains plus idéologiques, où là, on leur demandait d'arborer une idéologie qui n'était pas la leur. Donc il y a une sorte de chantage commercial sous-jacent. Pardon ? Pardon, ces exemples-là que vous me donnez, par exemple, qui vont être de l'influence beaucoup plus insigneuse, en fait. Exactement. Ça va venir se superposer pour consolider, en fait, des opérations. Exactement. Tout en étant bien prévu, c'est bien ça ? Exactement, exactement. Donc oui, la réponse, en tout cas, c'est qu'on même dans 5 ans, avec des IA de plus en plus élaborées, on aura besoin d'hybrider les techniques d'astroturfing avec la présence d'humains qui supervisent, qui apportent aussi un je ne sais quoi de talent, d'humanité, quoi, que les robots ne pourront peut-être pas mimer, d'accord ? Mais c'est vrai que, voilà, moi, ma projection comme ça, intuitive, hein, c'est qu'il y aura 10% d'humains, 90% de robots. Déjà, en l'état actuel, les IA sont absolument miraculeuses dans le travail qu'elles peuvent fournir. Hein. Bien sûr. Donc concrètement, c'est ça. Pour résumer la manière dont ils s'y prennent concrètement, on va dire qu'il y a une grosse base informatique, on va dire, qui vient des robots, mais qui peut être derrière corroborée, consolidée par d'autres agents d'influence, on va dire entre guillemets, même exploités malgré eux, quoi. Voilà. C'est comme ça qu'ils s'y prennent. D'accord. On a parlé donc de cette influence qu'il peut y avoir dans les élections démocratiques. Est-ce qu'il y a des cas d'école particulièrement est-ce que vous avez des exemples très concrets, des cas d'école à nous raconter là-dessus ? Alors, merci de me poser la question parce que j'en ai survolé quelques-uns, mais il faut vraiment que les gens comprennent qu'on a tout ce qu'il faut pour documenter l'astroturfing. Donc, on va rentrer dans le détail. Et donc, de telle sorte que si une vidéo comme celle-là a un intérêt, c'est qu'en vous appropriant cette documentation, vous ne passiez jamais pour des complotistes. OK ? Bon. Donc, dans les démocraties occidentales, il faut dire que l'astroturfing est en train d'accélérer, mais il opère de façon, pour le moment, je pense, encore parasitaire par comparaison à d'autres pays que je vais évoquer. Il ne cherche pas forcément à renverser des institutions, mais il est surtout conçu pour exploiter leurs mécanismes intrinsèques et leur ouverture pour les subvertir de l'intérieur, quoi, et pour fabriquer le consentement. Mais on n'est pas encore sur un usage aussi dangereux que celui dont je vous annonce, pour le coup, pour travailler là-dessus, qu'il sera beaucoup plus intense pour 2027. Bon, mais en utilisant donc les outils de la liberté d'expression, vous voyez, de l'accès citoyen à l'espace numérique et du débat politique, il les vide, cet astroturfing les vide de leur substance pour y injecter des intérêts privés ou partisans. Alors, un bon cas d'école dans notre environnement occidental, c'est la stratégie de l'industrie du tabac que j'évoquais tout à l'heure. Quand elle a commencé à être confrontée à des preuves scientifiques accablantes des dangers du tabagisme, Philip Morris, avec l'aide d'agences de relations publiques, notamment une qui est connue qui s'appelle Burson Marsteller, a créé de toutes pièces, alors c'est un des plus grands pipeaux du siècle en communication, la National Smokers Alliance, donc l'alliance nationale des fumeurs, quoi, une espèce d'organisation de façade qui a d'ailleurs magistralement réussi à transformer cet enjeu de santé publique en débat sur les libertés civiles et les droits des fumeurs qui seraient incompris. Et ils ont recruté des activistes, évidemment rémunérés pour donner l'illusion d'un mouvement populaire. Ils ont aussi évidemment prolongé ça sur l'Internet avec des robots et des blogs, etc. Mais là, pour le coup, ils ont fabriqué justement des personas. Et ils ont détourné le débat et ralenti l'adoption des législations anti-tabac pendant des années. Un autre exemple, là plus proche de nous, s'est déroulé au cœur de l'Union européenne. En 2012, alors que le Parlement européen débattait de la réglementation sur le gaz de schiste, une entité nommée Responsible Energy Citizen Coalition, donc je traduis la coalition responsable, la coalition citoyenne responsable sur les énergies, donc est apparue. Et elle s'est présentée comme un groupe de citoyens soucieux de l'avenir énergétique, et elle a organisé des événements de lobbying plutôt luxueux au sein même du Parlement.
Mais à l'époque, tout le monde pensait que c'était une émergence citoyenne. Enfin, excusez-moi du peu, c'est complètement fou quand on y pense. Donc là, vous voyez, si on sait que cette technique existe et qu'en ce moment, on a tout un débat sur PPE3, financement des éoliennes, dites-vous bien que avec la documentation qu'on a sur des opérations de 2012, ça ne peut que se reproduire, ou alors on est vraiment naïf. Et donc, des enquêtes ont par la suite révélé que cette coalition citoyenne était en réalité entièrement financée par les géants de l'industrie pétrolière et gazière. Et une fois que le vote est passé en faveur de l'industrie, eh bien, le site web de cette coalition a mystérieusement disparu, signant au passage l'aveu de sa nature artificielle. Voilà. Donc, ça veut dire que cette fausse coalition citoyenne n'a pas eu à forcer les portes du Parlement. Elle y a été invitée. Parce que tout le monde se disait, c'est de la démocratie, c'est des citoyens, ils sont gentils. Donc, ils ont exploité les règles d'accès conçues pour de véritables organisations issues de la société civile. Et il faut dire aussi que le champ électoral n'a pas été épargné. Pour vous donner d'autres exemples, des campagnes politiques modernes utilisent donc ces techniques pour polluer le scrutin. L'utilisation de bots sur Twitter, vous le savez bien, a toujours influencé les élections, mais on a un cas qui a été très très bien documenté que j'évoquais tout à l'heure, donc c'est la course sénatoriale au Massachusetts en 2010. On a aussi eu pas mal d'autres exemples d'amplification, de présence en ligne, notamment en 2022. On sait que il y avait un engouement sincère autour de Reconquête et Éric Zemmour, mais enfin il y a eu quand même quelques bots qui ont été un peu grossiers, c'est bien dommage, parce que là typiquement c'est un usage maladroit, je pense, une forme. Comment est-ce qu'on sait ça ? Pardon ? Comment est-ce qu'on le sait ça ? Alors, on l'a su parce que d'abord, quand on provoque des bots et qu'on n'est pas encore très avancé en intelligence artificielle, ils réagissent pas très bien et au bout d'un moment, on voit aussi qu'il y a des espèces, ce qu'on appelle des patterns, des espèces de schémas reproductibles et notamment des éléments de langage trop répétés. Je veux dire, même autour d'Elon Musk, on en a repéré qui étaient, mais alors, d'une grossièreté absolue, ridicule, c'est-à-dire le même message, quoi. Et quand on faisait des recherches par mots-clés, on voyait le même message dupliqué. Alors, évidemment, là-dedans, vous avez tout simplement des militants qui le font artisanalement, et vous avez des militants zélés qui, sans même demander la permission du parti, fabriquent 10 comptes qui redisent la même chose, quoi. Bon. Après, je voudrais attirer votre attention sur une forme plus subtile, mais tout aussi pernicieuse de faux contributeurs. Ce sont donc des tribunes, des éditoriaux qui sont parfois publiés dans de grands journaux et qui sont signés par des experts fantômes qui n'existent pas. Et en réalité, ce sont des tribunes qui sont rédigées par des agences de lobbying pour le compte de leurs clients. C'est une technique qui permet de blanchir le message partisan ou commercial en lui conférant une espèce de crédibilité de la presse. Mais en fait, le signataire est un expert. On fait des recherches. Tiens, on s'aperçoit qu'il n'existe pas, malheureusement. Ah oui, d'accord. Donc, il faut rester vigilant. Très vigilant. Faut aller. T'entends, quand on va chercher les experts, on s'aperçoit que c'est des gens pour lesquels la présence en ligne est totalement pipeau, quoi. On cherche à les joindre et puis petit à petit, les comptes disparaissent. Voilà. Donc, Et puis, vous vouliez aussi nous, toujours dans ces exemples très précis, pardon, nous parler donc d'un autre cas d'école en Corée du Sud. Oui. Où un service de renseignement d'État donc, avait organisé une campagne de manipulation pour les présidentielles. Exactement. Là, on est dans le scandale ultime, qui est la preuve, d'ailleurs, qui a immédiatement permis à tout un écosystème d'experts, notamment en France, que je connaissais bien, de s'emparer du sujet en disant « c'est bon, là, les gars, c'est bon, on a une preuve concrète que ça existe ». Et c'est donc l'élection présidentielle sud-coréenne de 2012 qui aura représenté véritablement un saut qualitatif dans la menace que constitue l'astroturfing. Il ne s'agissait donc plus d'une espèce d'entreprise qui vend, qui fait du lobbying pour ses cigarettes ou l'alcool, peu importe, mais là c'était un appareil de sécurité d'un État qui retournait ses outils les plus sophistiqués contre sa propre population pour truquer un processus démocratique. Et ça, on parle de 2012. Pardon ? Là, c'est la première fois que ça arrive dans cet exemple. Voilà, c'est la première fois qu'on est dans une logique où l'État se retourne contre sa propre population, c'est documenté, ça a donné lieu à des plaintes, donc là on n'a aucun doute. D'ailleurs, alors c'est pas une affaire qui a été traitée comme un scandale de communication, mais comme une crise d'État fondamentale dont nous on n'a pas suffisamment parlé en France et qui a été considérée comme une menace directe à la sécurité nationale et à la souveraineté du peuple. Et donc au cœur, oui. Et qui a été mise à jour comment ? Alors justement parce que on a tout ce qui nous sauve pour le moment quand ça arrive. Mais enfin, vous savez ce que disait Hitchcock, il existe des crimes parfaits dont on ne parlera jamais. Mais quand ça arrive, c'est qu'on a, comme couvre par exemple Cambridge Analytica sur un autre thème, c'est qu'on a des lanceurs d'alerte
C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont au cœur du processus et qui font soit des erreurs, soit tout à coup ils ont une espèce de petite protubérance étrange qui leur pousse dans un coin de l'âme, et vous savez qu'on appelle une conscience, d'accord? Et ceux-là se disent non, je peux pas laisser faire ça. Et donc c'est comme ça que ça fuite. Et après il y a aussi, alors il faut vraiment faire hommage aux hackers qu'on appelle les white hackers, les white hats, qui sont les hackers éthiques, qui sont ceux en fait qui sont capables de décortiquer par l'analyse algorithmique ce qu'on appelle des patterns, donc des schémas récurrents, qui permettent de faire apparaître la programmatique de ces robots. D'accord ? Et donc là, vous avez des gens qui restent souvent anonymes, et les Anonymous en ont fait partie pendant tout le début des années 2010. Ils ont révélé beaucoup de scandales. Au cœur du scandale, d'ailleurs, on a le service national de renseignement, donc pour l'exemple de la Corée du Sud. Donc, excusez-moi du peu, c'est le service national de renseignement, c'est-à-dire c'est l'agence d'espionnage du pays, quoi. Et cette enquête, qui après a été menée par des instances gouvernementales, a révélé que le NIS, il s'appelle comme ça en Corée du Sud, avait mené une vaste opération d'influence illégale pour favoriser l'élection de la candidate conservatrice de l'époque. Et donc il y avait une unité de guerre psychologique, c'est une unité spécialisée de cette antenne de l'État, et ces agents avaient, et donc c'est documenté, c'est-à-dire qu'on a plein de fuites qui ont été utilisées dans le cadre du procès, les agents avaient donc reçu l'ordre explicite de manipuler massivement l'opinion publique en ligne, et l'ampleur était industrielle parce qu'on a parlé de 24 millions de tweets diffamatoires publiés pour discréditer le candidat de l'opposition, et c'est très inquiétant parce que ça a marché. Ça a marché, c'est-à-dire que les gens se sont dit il n'y a pas de fumée sans feu, même si après son honneur a évidemment été lavé. Et la campagne, c'est évidemment, pour le coup, elle ne s'est pas limitée qu'au numérique, puisqu'ils ont aussi supervisé et financé des groupes d'extrême droite pour organiser des manifestations, distribuer des tracts, publier des publicités toxiques dans les journaux, etc. Et ils ont créé une espèce de synergie entre l'agitation en ligne, l'agitation sur le terrain. Important de bien garder à l'esprit que l'agitation sur le terrain peut être fomentée de façon, elle aussi, totalement artificielle. Il n'y a pas que les robots dans la vie. Et si l'affaire a éclaté au grand jour, c'est grâce au travail de certains procureurs particulièrement tenaces qui avaient reçu donc des informations de lanceurs d'alerte. Et d'ailleurs, le procureur tenace qui s'appelle Yoon Suk Yeol, qui a mené cette enquête a été rendu très populaire par cette dynamique-là. Il est devenu plus tard président. Donc voilà, ça a donné lieu à des perquisitions au siège. C'est comme si je vous disais, un jour, vous assistez à des perquisitions au cœur de la DGSI parce que des ordres illégaux ont été donnés à des gens de la DGSI pour, influencer massivement les élections démocratiques. Et je tiens à préciser que la candidate conservatrice à qui a bénéficié cette dynamique-là a finalement été condamnée à une peine de prison ferme. Et en 2017, donc quelques 5 ans plus tard, le NIS de sud-coréen a reconnu officiellement, par des communiqués, son implication dans la manipulation électorale du fait de cette enquête interne. Et puis après, en 2020, l'Assemblée nationale a voté des réformes drastiques pour plus que ça se reproduise. Bon, voilà. Mais on est dans des logiques d'ingérence. Pourquoi j'en parle ? Parce que là, la Corée du Sud est totalement en avance de phase. Voyez, sur ce qui pourrait nous arriver à nous, c'est-à-dire qu'on a l'astroturfing là qui est un outil au service d'un État profond pour mener une forme de coup d'État électoral silencieux. Donc là, on est vraiment dans la perversion totale de la mission d'une agence de renseignement. Et je suis désolé de le dire, mais eu égard à certaines annonces de gens qui sont étrangement suicidés dans la DGSI ces derniers mois, je suis désolé, mais on va rester sur le thème des hypothèses, mais restez tous très vigilants, écoutez les lanceurs d'alerte, etc. Parce que là, je pense qu'on a vraiment 2 années devant nous où ces choses-là pourraient, je dis bien pourraient au conditionnel, s'accélérer. Mais alors, comment est-ce qu'ils s'y prennent concrètement, justement, pour influencer ces masses, ces opinions, pour faire croire, en fait, pour faire croire à la population, pour faire adhérer la population à leur message, à leur... Alors, très bonne question, puisque maintenant on va un petit peu rentrer aussi dans la psychologie de la manipulation, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Bon, si on avait eu le temps, parce que là ça fait quand même, j'ai bien développé sur la Corée du Sud, mais il y a eu un énorme scandale aussi dans un autre pays, donc qu'on a appelé le patient zéro de l'astroturfing, qui était les Philippines. J'en ferai peut-être une vidéo dédiée, mais je conseille à tout le monde de taper astroturfing Philippines et d'aller chercher encore un autre exemple très 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 documenté.
pour montrer comment on peut donc envenimer une campagne de communication. Oui, alors maintenant je viens sur votre question. En effet, on va utiliser des ressorts psychologiques dans l'astroturfing. C'est pas juste des messages de propagande reformulés plus ou moins habilement pour que de fausses personnes ou de faux mouvements se les approprient. Ce ne sont pas uniquement des mensonges. C'est un piratage cognitif, un piratage psychologique. C'est pas des tactiques qui sont aléatoirement distribuées pour voir un petit peu ce qui va marcher. On est suffisamment maintenant scientifiquement outillés pour les concevoir autour des failles connues de notre propre psychisme, ce qu'on pourrait appeler des bugs dans notre cognition. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc comprendre ces mécanismes, c'est essentiel parce que ça montre que personne, et je dis bien personne, n'est à l'abri par sa seule intelligence. D'ailleurs, plus on est dans la sensation de n'être pas manipulable, et plus on est manipulable, je tiens à le dire, parce que le seul moyen de se donner une chance de n'être pas manipulable, c'est de douter de soi. Ça me fait presque penser à la phrase de Nietzsche qui disait ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est l'excès de certitude. Là, typiquement, pour transposer la phrase, ce qui peut véritablement nous rendre fous, et de par la manipulation psychique, c'est l'excès de certitude dans lesquelles on a tendance à nous enfermer, comme dans des bulles. Alors, la manipulation, elle s'engage pas donc dans une simple bataille d'idées, mais elle va lancer en quelque sorte des exploits contre le logiciel de notre cerveau. Tout le monde a déjà entendu parler de ce qu'on appelle les biais cognitifs. Les biais cognitifs, ça a tout cassé 20 ans que c'est apparu dans la littérature du quotidien, les blogs, etc. En exagérant un peu, on a peut-être 200 biais cognitifs et c'est ce dont je vais parler. Un exemple de biais cognitif exploité en astroturfing, c'est celui qu'on appelle le bandwagon, donc le wagon, quoi. C'est-à-dire que l'être humain étant un animal social, programmé pour se réconforter au contact des autres, se conformer à ce qu'il perçoit comme étant l'opinion dominante ou le comportement de la majorité, il aura tendance à être influencé par les tweets, par exemple, les publications, les blogs, qui ont énormément de likes, une myriade de commentaires flatteurs, etc. Bon, cet effet-là, qui est connu, va fabriquer l'illusion d'un consensus de masse. Et beaucoup de gens tombent dans le panneau en disant « ça peut pas être à minima inintéressant, ce truc-là, s'il y a tant de gens qui ont l'air d'accord. » Voilà. Donc, on crée l'apparence d'une foule avec l'astroturfing, vous l'avez compris, qui, finalement, attire une foule bien réelle, qui, elle, est composée d'individus qui sont dans ce désir mimétique. On va être très girardien quand on travaille sur l'astroturfing. C'est le désir mimétique. On a tendance à désirer ce que les autres désirent et donc se rallier plus facilement à une opinion supposément séduisante et convaincante. Alors, donc là, c'est par exemple l'exemple que vous nous donniez avec les commentaires sous les posts d'Emmanuel Macron. Ah oui, là, c'en est la caricature. Heureusement pour nous, il le fait mal à ce stade. Ouais. Mais inquiétez-vous, parce que dans pas longtemps, ça va être tellement bien fait que ça sera imperceptible. D'ailleurs, je prétends qu'il y en a déjà qui sont artisanalement très réussis, mais on n'est pas encore tout à fait dans la phase industrielle. J'en témoignais tout à l'heure, parce que quand on m'a demandé de rédiger ce cahier des charges, c'était pour développer des choses. Donc moi, je pense que les développements sont pas terminés pour ce qui est de ce qu'on est en train de faire en France. Mais bon, c'est en train de s'accélérer. Il y a un autre levier que je peux donner en exemple, c'est le biais de confirmation. C'est-à-dire qu'on a tous tendance naturelle, c'est un biais cognitif connu. On a tous tendance à rechercher, interpréter, mémoriser les informations qui confirment nos croyances préexistantes. Et ce qu'il faut savoir quand on est apprenti sorcier, astroturfeur, ingénieur social, c'est que le meilleur moyen de manipuler les gens, c'est de toujours aller un petit peu dans le sens de leur passion triste. Et en tout cas de ce qui est déjà préexistant à l'état en quelque sorte d'une pulsion refoulée. Voilà, donc typiquement, quand une foule en colère va fondre sur un personnage, c'est bien parce qu'au préalable, il y a une foule, je dirais, d'amorce, si j'ose dire, qui a donné le là, d'accord, et qui vient donc dans le sens d'une espèce de tendance naturelle à l'expression d'un rejet, par exemple, typiquement, parce que ça marche très très bien dans les logiques de rejet et de vous savez, quand on se fait déchiqueter en ligne dans l'espace numérique on a une notoriété qui implose sur la base d'un soupçon. Tout à coup, vous voyez, vous avez une espèce de bulle qui s'enflamme. Parfois ça se passe évidemment naturellement, mais parfois c'est entièrement voilà, c'est le fruit d'une commande, d'une commande client qui disent tenez, enfoncez-le moi à la moindre erreur, quoi. Parce qu'on fait tous des erreurs. Et parfois,
voilà, le fait que ça devienne un phénomène, c'est parfois totalement artificiel. Et donc il faut savoir que les ingénieurs sociaux ont dans leur on va dire dans leur doctrine cette technique bien présente à l'esprit. C'est-à-dire qu'on sait qu'il est très difficile de manipuler des gens contre leurs propres valeurs intimes. D'accord. Par contre, on peut jouer un rôle d'amplification de ce que Spinoza appelait les passions tristes, c'est-à-dire notre tendance naturelle à exploiter typiquement le narcissisme des petites différences. Ça aussi, c'est quelque chose de très très connu dans la sphère des astroturfeurs et des ingénieurs sociaux. C'est une notion qui avait été forgée par Freud. Alors Freud, on aime, on n'aime pas. Typiquement, je ne suis pas fan, mais ça, c'est une de ses meilleures formalisations et qui se retrouve au quotidien. Le narcissisme des petites différences, c'est quoi? C'est quelque chose qui va être très exploité, notamment là, dans tout ce qui nous arrive, notamment là dans les prochaines manifs, et qu'on a vu à l'œuvre pendant les Gilets jaunes. C'est qu'au début, vous avez un très beau mouvement avec un engouement populaire hyper sympathique. Et donc, vous avez, comment dire, une forme de cohérence dans le mouvement. Et très vite, elle se craquelle parce que les gens ont une tendance compulsive, plus naturelle, à jalouser le voisin qui est plus militant que soi, ou plus efficace, ou plus visible, et à le haïr dès que sa tête dépasse, d'accord, plutôt que coaliser pour s'intéresser aux gens qui sont à 10 étages au-dessus et qui sont la raison d'être de la verticalisation, si j'ose dire, de ce combat initial, c'est-à-dire s'intéresser à une oligarchie qui abuse de nous. Et donc c'est ça qu'il est très intéressant d'avoir à l'esprit, c'est que on sait dans cette sphère que les gens auront plus naturellement tendance à se dire attention, pas de récupération, pas de chef, aucune tête ne dépasse, qui est finalement une forme de prédisposition justement à ce que Freud appelait le narcissisme des petites différences, une petite prédisposition à se comparer aux autres, à une forme de jalousie qui ne dit pas son nom. Et je la vois déjà émerger dans le cadre des manifs du 10 septembre. On risque d'avoir encore un effet gilet jaune. On risque, je dis pas que ça va arriver, j'espère qu'on va réussir à le surmonter. Ce genre de vidéo, j'espère, va contribuer à ce qu'on soit méfiant et qu'on active notre esprit critique. Mais si on a par exemple un message qui est pas de récupération, regardez déjà ce qui se passe maintenant. Tous les partis ont déjà récupéré le mouvement d'une certaine manière pour être celui qui en parlera le mieux déjà. Et puis après, à l'échelle des individus, eh bien, on voit cette espèce de tendance à dire qu'aucune tête ne dépasse, ne dites rien, on va y aller en marque blanche. D'ailleurs, on va avoir des foulards blancs, des t-shirts blancs, des trucs blancs. Enfin, tous commencent à parler de la couleur blanche. Je sais pas si c'est ce qu'ils vont retenir, mais pour dire attention que rien n'émerge. Oui, mais après, ça vous donne quoi à l'arrivée? Vous avez en fait des gens très en colère, qui sont d'accord sur cette colère, d'accord, mais qui n'ont finalement que cette colère et qui doivent à un moment donné évidemment se réunir pour établir des cahiers de doléances, et c'est ce qu'ils ont fait. Je ne dis pas que les gens ne le font jamais, mais il y a une phase réflexe pendant laquelle ça peut se retourner contre nous, et c'est exactement ce qui s'est passé quand les gilets jaunes sont arrivés devant l'Élysée. Ils n'étaient pas simplement pris c'était pas simplement un réflexe tribal de peur face à la dangerosité de la chose ou de pusillanimité. Je pense que tout simplement ils étaient enfermés dans cette logique d'absence de leadership qui a amené une absence de programme clair à ce moment-là. Par la suite, ça a été surmonté, mais pas au début. Et de transformation politique également. Mais bon, tout ça, on y reviendra dans notre autre vidéo. Absolument. Alors, est-ce que c'est infaillible, cet astroturfing? Est-ce qu'il y a des exemples de campagnes ratées également? Alors justement non, et merci de me poser la question, parce que c'est ce qui reflète tout l'intérêt de faire cette vidéo, c'est de donner un maximum d'éléments aux gens. Maintenant, ils savent que ça existe, ils savent que y a des espèces de schémas récurrents, et si on sait qu'ils ne sont pas totalement infaillibles, y compris avec les IA, on sera beaucoup plus vigilant. Et il y a en effet un paradoxe fondamental qui nous aide dans l'astroturfing, c'est que pour réussir, il doit rester invisible et anonyme. Son succès est basé sur son secret. Par conséquent, quand il est identifié, il ne peut qu'échouer. Mais ça veut dire aussi que tous ceux qui participent sont obligés de se planquer. Donc quand vous commencez à remarquer qu'un mouvement gentiment citoyen émerge, mais qu'on n'arrive jamais à savoir d'où il sort, et qu'on a du mal à nommer les gens, ou alors que vous avez l'impression que ces personnes qui parlent dans le Parisien ou dans je ne sais quel article ont des profils un petit peu trop lisses, un peu trop parfaits, mais ne souhaitant pas donner leur identité, alors que s'ils sont plusieurs dizaines de citoyens, il y en a toujours d'un qui a envie d'apparaître en caméra et de dire qu'il a aidé au début. Enfin, si vous n'avez que des anonymes déjà, dites-vous bien qu'il n'y a pas franchement, il n'y a pas de fumée sans feu à cet égard. Et donc, la dépendance à cette dissimulation, voilà la plus grande vulnérabilité de l'astroturfing. Donc,
typiquement, hein, la moindre erreur va faire s'effondrer toute la construction, et les échecs sont d'autant plus grossiers, voire comiques. Donc, l'exemple que je vous donnais du lobby de l'alcool en 1986, c'est tout simplement parce que quelqu'un a été paresseux et a fait des copier-coller dans les courriers qui ont été envoyés. Bon, dans un autre registre, la campagne Walmarting Across America, donc qui était, vous savez, je vous en parlais tout à l'heure, un espèce de cas d'école, c'était aussi ce qu'il faut absolument pas faire, parce qu'ils ont créé un faux blog narrant le voyage d'un couple qui tombait prétendument amoureux de la chaîne de supermarchés Walmart. Au bout d'un moment, quand on s'est aperçu que ces gens-là n'existaient pas et qu'en plus ils étaient un petit peu guimauves et un peu ridicules, bon, ça s'est un peu planté. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on arrive à déjouer dans le monde politique les robots, parce qu'à un moment donné, le débat est pauvre quand même, hein, il est particulièrement indigent. Bon, parfois c'est la piste de l'argent, évidemment, hein, qui va trahir les manipulateurs. En Australie, par exemple, il y a un groupe qui s'appelait le Alliance of Australian Retailers, donc une alliance de distributeurs australiens, bon, qui a lancé une espèce de campagne agressive contre la législation sur les paquets de cigarettes neutres, prétendant que ça représentait les intérêts des petits commerçants. Donc on s'est dit, ah oui, c'est les petits commerçants qui sont derrière ce réseau. Qu'en fait, l'opération a volé un éclat, parce qu'il y a des documents internes qui ont fuité, qui ont révélé que cette alliance était financée à hauteur de plusieurs millions de dollars par j'ai nommé Philip Morris, British American Tobacco, enfin voilà, c'est heureusement qu'on a affaire à des débiles parfois. Hein. Le problème aussi, c'est qu'ils apprennent de leurs erreurs, faut aussi se méfier, mais bon, voilà, on aura toujours un idiot qui fera une erreur, faut à nous d'être attentifs. Et en effet, voilà, ça a été un scandale tel que les véritables associations de détaillants ont publiquement désavoué la campagne, et donc ça a été, elle n'a généré que l'effet inverse. Bon, on a plein d'exemples. Vous avez à Taïwan, Samsung 2013 qui a été condamné à une amende pour avoir payé des étudiants afin qu'ils publient des critiques négatives sur les téléphones du concurrent. Voilà, bon, ça voilà un autre bel exemple. Donc l'enquête a révélé la supercherie, la marque a subi d'ailleurs un énorme préjudice d'image et a dû payer des dommages et intérêts. Bon voilà, donc il y a une fragilité inhérente à ce type d'artificialisation, hein, d'accord. Et puis lorsque ça se produit, donc vous avez ce que d'aucuns appellent l'effet Streisand, hein, donc c'est la tentative de manipulation une fois exposée, eh bien va générer bien plus d'attention négative que le silence n'aurait jamais pu le faire. Autre raison d'être de cette vidéo, si on arrive de par les mécanismes de l'intelligence collective, parce qu'on travaille tous ensemble. À déjouer celle de cet astroturfing. Voilà, là on a une arme redoutable, c'est-à-dire que cette arme en fait cognitive contre nous peut devenir une arme d'autodestruction du camp d'en face, et c'est un moyen d'ailleurs parfois assez jubilatoire de mettre les rieurs de son côté. Et bah super. Et alors comment est-ce qu'on fait pour distinguer donc le vrai du faux dans tout ça? Oui. Il faut se donner des outils et développer des réflexes citoyens. Détecter l'astroturfing, ça reste un défi parce que c'est des campagnes qui sont évidemment bien conçues, mais si vous voulez, la résistance à cette forme de manipulation, c'est un peu notre course collective à l'armement. À mesure que ces techniques de tromperie se perfectionnent, les méthodes de détection évolue évidemment également, et là vous avez une population importante d'anonymous, de hackers éthiques qui vont nous aider, qui nous aident déjà, qui nous ont toujours aidés, et là qui commencent même à s'outiller autrement face aux intelligences artificielles qui arrivent. Donc on doit mener cette bataille cognitive sur plusieurs fronts. On va devoir combiner notre intelligence, notre vigilance individuelle. Le travail donc journalistique va amener petit à petit aussi la formulation de solutions institutionnelle et technologique. Et oui, parce que plus on sensibilise les gens à l'existence de cet arsenal cognitif, et plus on a de chances que nos députés, pour les plus honnêtes d'entre eux, on espère qu'il en reste, une réponse politique en fait. Et qui est une réponse politique. Je tiens d'ailleurs à préciser que l'astroturfing et ce type de manipulation en France est objectivement interdit. C'est simplement des lois qui sont pas encore déjà bien formulées et adaptées à l'époque, d'accord ? Mais c'est un petit peu comme l'interdiction qui existait dès les années 70 en France, notamment, mais pas que, aux États-Unis aussi, d'intégrer des images subliminales dans des vidéos, dans des retransmissions grand public. Je ne sais pas si vous le saviez, mais les images subliminales, c'est à partir d'une certaine durée. C'est quelque chose comme, je sais plus, c'est 20 ou 40 millisecondes, une image subliminale que vous voyez sans savoir que vous l'avez vue. Il y a une loi qui interdit les images subliminales. Donc de la même manière,
on va avoir des lois, espérons-le, grâce à votre travail journalistique, qui vont petit à petit interdire les attaques sur notre intégrité psychique. Mais le plus important... C'est étonnant, puisqu'il y a des lois contre l'escroquerie, contre des manipulations, enfin ça... Exact. On a un flou artistique qui est lié à la dimension marketing de la chose. Et autre problème, ce sont les fusibles intermédiaires, c'est-à-dire ces agences, ces consultants, ces agences de relations publiques qui ont des très jolis sites web, qui se présentent bien, mais qui servent de fusibles aux véritables commanditaires. Donc, ce qu'il faut, c'est déjà développer une forme il faut qu'on devienne une démocratie épistémique, si j'ose dire, c'est-à-dire c'est un terme un peu savant pour dire c'est les démocraties basées sur l'outillage intellectuel, sur la connaissance. D'ailleurs, il y a en ce moment une pléthore, alors Google est votre ami, vous pouvez faire vos recherches, une pléthore littéralement d'études sur cette résilience cognitive que chacun peut développer. Et je m'explique, ces études scientifiques démontrent que plus on est manipulé, plus évidemment on développe une forme de résilience, mais il y a une condition, c'est que l'on nous prévienne. C'est-à-dire que on a étudié les réactions humaines à des campagnes, à des techniques de propagande et évidemment de manipulation par le truchement de nos biais cognitifs. On a étudié l'impact sur des individus, mais des individus qui, d'un côté, n'étaient pas prévenus et de l'autre, ceux à qui on avait préalablement fait un petit cours comme celui-là, pour leur expliquer les techniques de manipulation. Ceux qui ont en fait connaissance de l'existence de ces biais ont tendance à devenir beaucoup plus vigilants. On espère qu'ils ne deviendront pas trop parano non plus, mais c'est ce qui fait qu'ils sont incroyablement plus résistants aux tentatives de manipulation. Donc c'est là en fait que le journalisme citoyen va jouer un rôle fondamental. Et alors comment est-ce qu'on fait donc pour bâtir une résistance malgré cela et résister à toutes ces offensives? Alors, la lutte contre l'astroturfing, c'est pas seulement une question technique, vous l'aurez compris, c'est un enjeu démocratique fondamental. Moi, typiquement, je suis intimement persuadé que la Charte des droits de l'homme est incomplète, puisque par définition écrite à une époque où on ne connaissait pas une atteinte à un autre droit fondamental dont nous sommes supposés quand même être souverains, qui est notre intégrité psychique. Et oui, un jour, on pourrait tout à fait imaginer d'inscrire non seulement, pourquoi pas, à la Charte des droits de l'homme, qui serait peut-être collectivement modifiée, et pourquoi pas notre Constitution. Et pourquoi est-ce que je ne délire pas quand je dis ça? Figurez-vous que le Chili, en 2021, a procédé à une modification de sa Constitution pour criminaliser toutes les tentatives d'atteinte à nos intégrités psychiques et biologiques. Vous voyez, c'est quand même super important de dire ça. Comme maintenant, l'idée, c'est d'apprendre à se défendre collectivement, il faut d'abord diffuser le message et que la résistance commence par un refus de cet état de fait, que l'on verbalise la réalité de ces choses-là. C'est un peu penser à la phrase de George Orwell qui a montré que si la pensée corrompt le langage, eh bien le langage peut aussi corrompre la pensée. Et c'est la raison d'ailleurs probablement pour laquelle, si tant est qu'il y a un projet d'affaissement cognitif promu par une certaine caste, on voit bien qu'il commence par, j'ai envie de dire, éroder, voire oblitérer notre sens critique. Donc c'est à nous maintenant de nous outiller et de procéder à cet acte véritablement subversif qui consiste à prôner la vigilance et à exposer en pleine lumière l'existence de ces manipulations. Et puis par ailleurs, évidemment, dans le fond du travail journalistique que vous faites procède de cette dynamique-là, c'est-à-dire qu'il faut réaffirmer la valeur de la vérité factuelle. Là, on est dans un environnement politique où les faits sont traités comme des espèces d'opinions interchangeables, etc. Et insister sur la réalité devient un acte radical. Donc, essayons de penser un peu comme Hannah Arendt qui disait que il y avait là un caractère despotique de la vérité. C'est le seul point sur lequel on ne doit pas négocier, et c'est précisément d'ailleurs pour cela qu'elle est haïe des tyrans, des manipulateurs qui cherchent à la monopoliser en ce moment. Et comment est-ce qu'ils procèdent? Eh bien, ils établissent des techniques de fact-checking, ils mettent en place des officines qui sont là pour contrer ce travail citoyen. Justement, nous devons nous réapproprier collectivement la vérification des faits et ne plus accepter qu'elle soit déléguée à des entités pour le coup douteuses. D'accord. C'est bien noté. Écoutez, merci beaucoup
pour cet entretien passionnant. Et puis, on se retrouve donc très bientôt pour une analyse au regard de tout ce qu'on a pu apprendre sur les différents mouvements qui peuvent émerger. On va essayer d'émettre des hypothèses. On va revenir sur cette question, on en parlait du 10 septembre, d'où ça vient, qui est derrière, est-ce qu'il faut disons, y croire ou pas. Bon, on reverra tout ça. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et merci également à tous les auditeurs de Toxin de nous avoir suivis. Et on se retrouve très bientôt pour deux prochaines émissions, toujours aussi riches, nous espérons. Merci à vous.